Bonsoir, je vais introduire notre premier talk de la soirée. Donc, Caroline, moi, premièrement, j'ai travaillé avec chez Optania, dans le fond, depuis que j'ai rentré là. Fait que j'ai été là 5 ans. On a travaillé 5 ans ensemble sur plusieurs choses, mais entre autres Dalia, qui est un produit d'IA qui prédisait l'abandon et l'échec scolaire, entre autres, là, que je pourrais résumer. J'ai adoré travailler avec Caro. J'ai vraiment aimé ça. Puis elle était PO, dans le fond, sur le produit d'Alia. Fait qu'elle est product owner, pour le monde qui connaisse un peu le Scrum. C'était elle qui faisait la voix du client. Fait que, je vous laisse l'écouter. Elle va nous parler de la gestion de changement là, dans le milieu de l'informatique, l'IA, etc. Fait que, je te laisse. Merci. Je voulais savoir, est-ce que vous m'entendez bien? Sinon, je vais prendre le micro parce que si la cuisine, vous autres en avant, mais en arrière, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez aussi? Oui, tout le monde me voit, parfait. Donc, comme Raphaël disait, Caroline Tremblay, je suis enseignante de profession. J'ai travaillé 10 ans dans une école secondaire comme enseignante de français. Et du jour au lendemain, j'ai commencé à travailler dans une entreprise de technologie pour aller former les gens à utiliser une plateforme de soutien aux enseignants que j'utilisais. Donc, ça a été mon grand saut vers les technologies qui s'est fait en août 2016, juste avant la rentrée scolaire. Depuis ce temps, maintenant, je travaille en technologie. Donc, j'ai travaillé pour Optania dans les dernières années et je suis maintenant chez Skytech comme gestionnaire de produits, le terme francophone pour Product Owner. Donc, je suis gestionnaire de produits chez Skytech maintenant de la plateforme d'Alia qui est maintenant, dans le fond, un produit Skytech qui est une plateforme d'IA qui détecte l'échec et le risque d'abandon chez les étudiants du collégial. Donc, ma carrière m'a amené à aider les gens à mieux comprendre les produits d'innovation parce que ajouter de l'IA dans des produits destinés pour le milieu scolaire, c'est pas nécessairement facile. Les gens dans le milieu scolaire ont peur de l'IA, donc je voulais m'assurer en fait que la transition se fasse de manière saine, que les gens adoptent les produits puis adhèrent aussi aux plateformes. Donc, c'est bien beau de vendre un produit, hein, mais on veut que les gens l'utilisent. Donc, au fil du temps, j'ai développé ma façon de gérer le changement dans les produits d'IA. Donc, je suis ici aujourd'hui pour vous parler de ça. Donc, gérer le changement, synergie pour l'adaptation, un titre si court qui en dit si long. Non, c'est pas vrai. Merci ChatGPT pour le titre. Mon titre d'avant prenait 3 slides. Donc, je vais commencer. Ça devrait changer, normalement. Oui, OK, super. Pourquoi se préoccuper de gérer le changement quand on intègre un outil propulsé par l'IA dans une organisation? Bien, premièrement, ma conférence s'adresse autant aux gens qui développent des produits d'IA qu'aux gens qui vont acheter des produits d'IA dans des organisations. Donc, je veux vraiment vous montrer que peu importe que vous soyez l'entreprise qui vend le produit, que l'entreprise qui achète le produit, la gestion de changement devrait être au cœur de vos préoccupations chez les membres de votre personnel. Pourquoi on devrait s'en préoccuper de gérer le changement? Bien, parce que l'IA, c'est épeurant pour les gens. Peut-être pas pour vous, ici, vous avez une certaine sensibilité à l'IA, mais même pour nous, en fait, des fois, c'est quand même effrayant, l'IA. On se rappellera tous de ce personnage de film qui peut nous faire peur. Donc, l'IA, c'est effrayant, donc il faut être conscient des craintes des gens quand on achète un produit d'IA ou quand on développe un produit d'IA, même si on y croit de notre cœur. Je regarde mes notes, je m'excuse, ça ne sera pas bien long. Donc, pourquoi c'est important de faire la gestion de changement dans les entreprises quand on achète ou quand on implante un outil d'IA? C'est parce qu'on doit aider les utilisateurs ou nos clients à s'assurer, dans le fond, qu'il va s'implanter dans leur pratique. Parce que dès qu'un moment de stress va arriver dans leur vie, dès qu'ils vont avoir une charge de travail un peu trop élevée, ils vont revenir tout de suite à leurs anciennes pratiques. L'outil d'IA va prendre le bord et ils ne l'utiliseront plus. Puis après, bien, on va se faire dire, bien, il n'est pas utilisé votre outil dans notre collège ou bien dans notre organisation, pareil. Fait que pourquoi est-ce qu'on paierait pour cet outil-là? Encore plus que ça, en fait, c'est qu'il y a des risques que le client qui a acheté l'outil d'IA parle en mal de votre outil parce qu'il n'est pas utilisé dans son organisation. Ils vont dire, par exemple, que ça ne répond pas aux besoins, alors que ce n'est pas nécessairement que ça ne répond pas aux besoins.
c'est davantage parce qu'on n'a pas aidé les gens à s'adapter à l'outil qu'ils ont acheté. Pour l'organisation qui achète l'outil, c'est de valoriser l'argent qu'il a investi dans l'outil. Parce qu'on achète un outil, ça coûte cher, on veut que les gens qu'on forme l'utilisent. Puis l'implantation, bien justement, la formation, le temps que les gens prennent pour le prendre en main, c'est du temps investi, c'est de l'argent. Bien, on veut valoriser notre argent comme entreprise. Donc, c'est vraiment important de s'assurer que les utilisateurs vont l'intégrer dans leur pratique puis qu'ils vont bien l'utiliser aussi. Parce qu'on ne voudrait pas que les gens l'utilisent à mauvais escient. Puis on ne voudrait pas avoir d'enjeu de sécurité à cause d'un nouvel outil technologique qu'on a ajouté dans notre écosystème technologique. En passant, si vous avez des questions à tout moment pendant ma présentation, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Je suis une ancienne prof, fait que gênez-vous pas. Vous pouvez même me couper la parole. Ça se peut que je vous chicane, mais à part de ça, ça devrait être correct. Pour gérer le changement, ce qui est important, c'est de créer une culture de changement qui est positive. C'est bien plus beau que ça chez nous. Ça. Le thé n'est pas à bonne place. C'est bien plate. En tout cas, créer une culture de changement qui est positive. Le changement, c'est une action. Selon le Larousse, c'est le fait de changer, de modifier quelque chose, de passer d'un état à un autre. Mais la gestion de changement, c'est un peu plus que ça. C'est différentes façons de se préparer, d'accompagner, d'aider les membres d'une organisation à vivre un changement. Le plus inquiétant dans un processus de gestion de changement, c'est quand il y a des gens qui vivent aucune émotion. Qu'on est devant des gens qui sont flat, froids, complètement détachés de la situation. Tu leur parles d'un nouvel outil qui va changer leur pratique. Aucune réaction, sont comme ça. Ça, c'est inquiétant parce que ça signifie qu'ils ne sont pas engagés dans le changement. Être engagé dans le changement, ça veut dire de vivre une émotion, qu'elle soit positive ou négative. Fait qu'on va avoir des gens, on aimerait avoir des gens qui vivent une émotion, donc des gens positifs, motivés, crainqués, qui posent des questions, qui expriment leurs craintes, qui sont fâchés, qui sont opposants, démotivés, mais au moins ils vivent quelque chose, ils nous démontrent qu'ils sont en train de changer. Mais pour créer une culture de changement qui est positive, il faut accueillir toutes ces émotions-là. Donc, il faut être prêt à accueillir la colère des gens, il faut être prêt à accueillir les craintes, il faut être prêt à accueillir les gens trop motivés qui veulent aller plus vite que les autres, mais il faut être prêt à accueillir tout ce spectre d'émotions-là. Oui, monsieur? Ce que je te dirais par rapport au changement, les gens qui n'ont pas d'émotion, ce que j'ai vu à date, c'est justement dû à... Ils ont eu de l'émotion dans d'autres changements qui n'ont pas marché. Exactement. Ils ont comme... Alors, je crois pas. C'est assez. Oui. Bien, on dit que dans le changement, en fait, les gens, ils ont comme un gauge à changement. Là, comme ta tank d'essence là, dans ton auto, bien, à un moment donné, quand tu as fait ton plein d'essence, tu as bien beau en rajouter, ça fait juste couler en dehors de ton auto. Bien, les gens, mais quand ils vivent trop de changements en même temps, bien, leur ballon il est plein puis ils sont plus capables de prendre de changements. Donc, il faut faire de l'espace aussi. Fait qu'il faut laisser le temps aux gens de vivre les différents changements. Puis souvent, bien, dans la courbe de changement, il faut accepter que ces gens-là n'auront pas d'émotion pour l'instant, mais il ne faut pas focusser sur eux. En fait, il faut focusser sur les gens qui vivent des émotions parce qu'eux vont être entraînés par le changement puis ils vont finir par embarquer. Mais effectivement, ces gens-là ont souvent vécu beaucoup de choses. Donc, ce n'est pas nécessairement nos agents de changement qu'on va utiliser pour créer une culture de changement qui est positive. Caro, on avait une question. Petite question pour toi. Parfois, le changement, avec l'intelligence artificielle, l'automatisation, ça coupe des emplois. Oui. Puis évidemment, ça, là, on tombe dans le négatif. Quoi tes trucs que tu as pour... Tu sais, c'est beau de parler de changement positif, mais des gens qui sont directement impactés, comment tu fais pour passer cette barrière-là? Là, parce que ça devient confrontant. Là. Oui, bien effectivement, dans l'automatisation, on est dans un autre endroit. Là, parce que moi, dans le domaine dans lequel je travaille en éducation, la première chose qu'on pense quand on développe un outil d'IA, c'est qu'on ne doit pas remplacer personne. On doit les accélérer. On doit leur permettre de rencontrer plus de jeunes, de faire plus de soutien en temps réel, d'être d'un humain envers un humain. Tout ce que l'IA va remplacer, c'est les bouts où l'humain ne devrait pas intervenir, tout ce qui est d'analyse. Mais dans l'automatisation, si on remplace des gens,
bien, c'est sûr qu'il va y avoir une émotion qui va être créée parce que là, on dit, bien, apprends l'outil qui va te remplacer bientôt. Donc, c'est sûr que c'est difficile. Mais je pense qu'une entreprise dans laquelle il y a une culture de changement où on peut permettre à ces employés-là de se former pour aller travailler, par exemple, dans un secteur, dans un autre secteur, ou pour aller... parce que, tu sais, le but, c'est pas nécessairement de faire de restreindre le nombre d'employés dans l'usine au complet non plus, mais de peut-être les changer de secteur, bien, de favoriser finalement le changement, mais dans leur formation à eux. Mais effectivement, vous avez raison que dans le domaine de l'IA, la grosse crainte des gens, c'est bien l'outil que je suis en train d'apprendre est là pour me remplacer. Mais ça dépend. Des fois, c'est pour te remplacer, oui, mais des fois, ça va être pour te donner l'opportunité de faire d'autres choses dans ton travail. Fait que c'est de voir l'angle de faire autre chose. C'est exactement, en fait, même dans le milieu scolaire, les gens nous le disent, mais ça va me remplacer. Tu fais tout le travail d'analyse que je fais présentement. Mais l'objectif, en fait, c'est que je te redonne le pouvoir sur ton rôle d'intervenant dans le milieu scolaire. C'est que je t'enlève toute la charge d'analyse du dossier pour te permettre d'avoir les bons flags levés sur les bons dossiers pour te redonner du temps puis rencontrer plus de jeunes, finalement. Donc, de faire plus de choses pour lesquelles tu as étudié, moins de choses qu'un ordinateur est capable de faire. Fait que c'est d'essayer de revaloriser l'humain et de le remettre quand même au centre de l'outil. De dire, effectivement, comme Michel dit, tu ne feras plus de tâches répétitives de ton quotidien, mais je vais t'utiliser à d'autres choses. Je vais t'utiliser avec tes forces de travailleur à faire quelque chose pour que tu sois mieux valorisé dans le milieu de travail. Donc, c'est là où le changement est positif, en fait. C'est d'amener les gens à voir autrement puis à penser différemment. Mais en même temps, c'est normal qu'il y ait peur là, de ce changement-là. Puis c'est normal aussi qu'il y ait peur d'être remplacé. Mais tu sais, moi, un de mes premiers pitchs que je fais quand un collège me dit « Mais tu sais, mon monde va avoir peur d'être remplacé », c'est « Bien, ton monde va vite réaliser qu'ils ne sont pas assez grâce à l'outil parce qu'ils vont voir tout le monde qui ont besoin d'aide plus vite. Puis là, ils vont dire « Bien, on n'est pas assez pour aider tout ce monde-là. » Donc, on aurait besoin d'être plus. Fait que là, tu sais, ça crée un problème finalement qui est inverse, c'est qu'ils réalisent plus qu'ils ont besoin de gens. Dans la gestion de changement, il y a plusieurs étapes pour pouvoir aider les gens. Il faut d'abord, premièrement, comprendre les principaux enjeux, comprendre les enjeux des gens qui sont autour de la table, les gens qui vont utiliser l'outil, pour savoir comment, justement, adresser les enjeux de chacun. Tu sais, justement, peur de perdre son emploi, peur que ça remplace des tâches qu'il aime faire, des fois, crainte de la sécurité de l'outil, crainte des données qui sont utilisées dans l'entraînement, des choses comme ça. Donc, il faut connaître les enjeux de chaque individu autour de la table. Puis les gens aussi, il faut comprendre comment ils vivent le changement. Puis pour faire ça, en fait, il faut que vous ayez quelqu'un qui soit assez habile socialement pour être capable d'apprendre à connaître les gens qui sont autour de la table, pour avoir des discussions autres qu'autour de l'outil, de parler de tout et de rien, d'arriver un peu avant la rencontre, « Salut, ça va? Les enfants, l'école, comment ça se passe? » Lier des liens pour que les gens apprennent à faire confiance, puis après ça, puissent s'ouvrir. Parce que quand on fait confiance, on s'ouvre plus facilement. Ce que je recommande aussi dans le développement d'un outil pour une entreprise ou pour un secteur en particulier, c'est d'aller dans le secteur pour apprendre à connaître le secteur, pour apprendre à connaître le domaine. Une des forces, c'est d'avoir des gens dans son équipe de développement qui viennent de ce secteur-là. Donc, d'avoir des gens, par exemple, si je développe un outil d'éducation, d'avoir des gens qui viennent de l'éducation, qui parlent le même langage que mes utilisateurs, qui arrivent, qui comprennent leur façon de travailler, qui comprennent leur douleur au quotidien, ça aide à raisonner avec eux puis à plus facilement comprendre leurs enjeux. Dans la gestion de changement, il y a quand même 4 étapes majeures qu'il faut respecter, qui est la découverte, la planification, la mise en œuvre et l'adoption de l'outil. Dans la phase de découverte, c'est là où on va comprendre les enjeux des gens qui sont autour de la table, qu'on va comprendre leur rôle, la façon qu'ils vont utiliser l'outil, comment ils vont l'intégrer dans leur quotidien. Puis c'est là où on va commencer à voir quel genre de façon qu'on va travailler avec eux, comment on va adapter notre recette. Parce qu'en gestion de changement, il n'y a pas une recette « one fits for all ». J'ai les ingrédients de base, mais les épices changent pour tout le monde. Fait que, on va changer les épices au goût des gens autour de la table.
Dans le fond, il faut aussi comprendre dans quel but l'organisation a choisi un outil d'IA. Pourquoi est-ce qu'ils veulent ajouter un outil d'IA? Est-ce que c'est pour automatiser des processus? Est-ce que c'est pour accélérer les processus d'analyse? Est-ce que c'est pour accélérer d'autres changements dans la structure? Puis il faut comprendre aussi les intentions de chaque partie prenante dans le changement. Fait que les directions, ils ont une vue, ils ont un but. Mettons, on veut accélérer. Les directions, eux autres, c'est souvent ça. Ils veulent aller plus vite, ils veulent avoir moins de monde, ils veulent avoir moins d'accidents. Tu sais, il y a une vue. Les employés, eux, qui vont utiliser l'outil, c'est quoi leurs intentions en utilisant cet outil-là? Pourquoi, premièrement, est-ce qu'ils acceptent d'utiliser cet outil-là? Puis pourquoi est-ce qu'ils veulent embarquer dans ce changement-là? Il faut prendre le temps d'expliquer aussi la nature du changement à tout le monde, aux directions, aux employés, pour qu'on avance tous ensemble. Parce qu'on veut éviter que la direction tire le monde. Parce que là, il n'y a rien de mieux que si c'est la direction qui fait avancer le train pour que tous les employés mettent le frein puis ils font comme « Oh, attends un peu. » Il faut que ça vienne des gens, il faut que ça vienne de tout le monde. Fait qu'il faut que tout le monde avance ensemble. Fait qu'on va essayer de privilégier que le moteur soit les employés, les utilisateurs. Puis à ce moment-là, on va essayer de trouver des agents de changement dans les gens qui vont commencer à utiliser l'outil. Du monde crinqué, motivé, qui ont le goût d'embarquer, on va les utiliser pour qu'ils soient des agents de rayonnement dans l'entreprise. Par rapport à la découverte, il faut aussi, comme je vous disais, apprendre à connaître les acteurs impliqués. Fait que ça prend du temps, ça prend bien du chit-chat, ça prend beaucoup de petites conversations autour de la machine à café. Ça semble parfois, pour l'œil externe, de la perte de temps, mais au contraire, je suis en train de bâtir une relation sur laquelle ensuite je vais pouvoir m'appuyer quand la personne va rencontrer des difficultés ou qu'elle va avoir des craintes, fait qu'elle va être capable de me faire confiance. On m'a dit que j'avais 15 minutes, j'ai l'impression que ça va me prendre plus de temps que ça, fait que je vais accélérer un petit peu. La mise en œuvre, c'est important dans l'implantation d'un outil d'IA. Je le recommande de mettre un comité d'implantation sur pied à l'intérieur de l'entreprise, avec quelqu'un qui est crinqué, puis avec des employés qui vont utiliser l'outil. Puis eux, dans le fond, vont s'occuper de mettre sur pied le plan d'implantation. Donc, il va y avoir, dans le fond, la planification qui va être faite avec ce comité-là, la planification de quelle formation on va donner, à quel moment, quel suivi on va faire, à quel moment on va faire des présentations de l'outil à large, même aux gens qui n'utiliseront pas l'outil, quel moment on va faire des suivis avec les employés. Puis c'est le comité d'implantation qui, à un certain point, vont avancer le projet avec vous, puis à un moment donné, ils n'auront plus besoin de l'entreprise qui a développé l'outil. Ils vont être capables de le rouler tout seuls, puis des fois, ils vont vous écrire un petit courriel, j'ai des questions, mais à part de ça, ça va bien se passer. Donc, le comité d'implantation va être capable de donner les formations à terme, de répondre aux questions des gens sur le terrain, puis d'adresser les craintes de tout le monde. Parce que on n'est pas toujours là quand on est l'entreprise de développement, on n'est pas toujours sur le terrain, fait qu'on ne peut pas toujours adresser les craintes. Puis ce qui est important dans une crainte non adressée, c'est un peu comme une balle de neige qu'on laisse rouler à terre dans la neige. Elle va partir tout petite, puis elle va devenir grosse rapidement. Puis si on ne l'adresse pas, bien, ça va vite devenir une montagne. Donc, il faut éviter ça. Fait qu'il faut essayer de répondre aux craintes le plus rapidement possible. Je vais perdre mon emploi. Non, au contraire. Tu ne perdras pas ton emploi, mais tu vas être sûrement... On va t'offrir d'autres opportunités dans l'entreprise. C'est pas sécuritaire, les données que vous utilisez ne respectent pas telle loi. Non, les données qu'on utilise respectent la loi, parce que. Donc, c'est important d'aller adresser rapidement toutes les craintes exprimées. Le moment de l'adoption, habituellement, les gens ont été formés, on a répondu à leurs attentes, on a répondu à leurs craintes, puis là, ils utilisent l'outil. Mais c'est pas fini. C'est pas parce qu'ils utilisent l'outil qu'ils ont adopté l'outil. C'est pas parce qu'ils l'aiment qu'il faut arrêter de leur parler, qu'il faut arrêter de continuer à faire le mouvement de changement. Parce que dès qu'un événement de stress, dès qu'une surcharge de travail peut survenir, les gens peuvent rapidement faire « Ouais, mais ça allait mieux sur le papier. » Puis là, on fait « Ah non, on est revenu. » Bon, OK, il faut recommencer. Fait qu'on veut essayer de toujours garder le mouvement du changement. Donc, redonner des formations, envoyer de l'information concernant l'outil, continuer de faire du développement dans l'outil aussi pour avoir des goodies pour l'utilisateur, des petites nouveautés qui fait qu'ils sont comme « Oh, c'est bien excitant, aujourd'hui je me suis connecté puis ça a changé de couleur. » Donc, il y a des petites choses qui peuvent leur faire plaisir.
C'est important aussi de déterminer un objectif à atteindre. Parce que dans le changement, on pourrait vouloir tout changer. Puis en voulant tout changer, on ne changera rien. Donc, on veut privilégier un objectif réaliste qui est atteignable dans un calendrier réalisable. Fait qu'on se dit, dans le prochain 6 mois, j'aimerais que tant % des employés maîtrisent l'outil, l'utilisent dans leur quotidien, puis que j'en ai, mettons, 3 qui soient capables de former les autres qui ne l'utilisent pas encore. Un objectif qui est sain, qui est réalisable, qu'on va travailler ensemble. Donc là, ça va favoriser la participation des gens. Donc, on va déterminer l'objectif avec le comité d'implantation. Puis, on va se dire qu'on va célébrer notre objectif ensemble une fois qu'il va être atteint. Donc, c'est vraiment important qu'il soit réalisable parce qu'on veut le célébrer. Fait qu'on veut manger nos beignes, puis on veut boire notre mousseux. C'est important de ne pas imposer de changement aux gens. Puis il ne faut pas leur imposer de plan de transition. Il ne faut pas qu'une direction, par exemple, il faut éviter qu'une direction arrive en disant « On installe un nouvel outil », puis l'annonce à tout le monde. « On installe un nouvel outil, le mois prochain, vous allez être formé, dans 2 mois, vous allez l'utiliser. » Puis là, c'est la recette parfaite pour que les gens fassent « Non, non, non ». Fait qu'il faut ensemble qu'avec les employés, vous décidiez d'un calendrier d'implantation pour respecter finalement la vitesse de changement des gens. Respecter la vitesse de changement des gens, c'est vraiment la clé parce qu'on trouve toujours que le changement ne va pas assez vite quand nous, on veut que ça change. Mais le changement, il ne va pas assez vite. Le changement, il va à la vitesse de chacun. Puis chacun, là, il y en a un qui peut changer demain matin, puis l'autre, dans 6 mois, il n'aura pas encore changé. Mais c'est sa vitesse. Oui, Michel? Dans tes expériences, est-ce que c'est arrivé que tu as frappé un mur, puis que peu importe toutes tes stratégies, tes objectifs à atteindre, il a fallu que tu te rétractes? Que je me rétracte, non, mais que je lâche prise à un certain point, puis que je me dise que cette personne-là, elle n'embarquera pas là. C'est impossible que peu importe comment je danse, puis que je suis avec elle, puis que je suis là, « go, go, go », ça n'embarquera pas. Je vais lâcher prise. Je vais laisser les autres essayer d'être des agents de rayonnement. Puis à un certain point, si elle est la seule personne à ne pas avoir changé dans son organisation, il y a ça aussi, là. C'est qu'à un certain point, à un moment donné, l'effet de groupe fait que ça change. Puis il y a un effet de levier, là, que, tu sais, à un moment donné, tu n'as pas beaucoup de monde, puis là, poup, ça shift. Puis là, le reste du monde embarque. Fait que oui, ça arrive. Il ne faut juste pas focusser sur ces gens-là, en fait. On lâche prise. Parce qu'on ne voudrait pas non plus qu'ils se disent « ben là, elle ne me lâche pas, là, elle est vraiment étonnante ». La communication, c'est assurément la clé. Communiquer, 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 on ne le dira jamais assez. Communiquer facilite l'adhésion de tous. Fait qu'on ne voudrait pas que les gens pensent qu'on ne leur a pas dit l'information, puis là, qu'ils l'apprennent par quelqu'un d'autre, puis qu'on sait bien. Moi, on ne me le dit jamais, puis là, qu'ils viennent fâcher. Donc, l'important, c'est de communiquer avec toutes les parties prenantes, mais surtout avec les employés de l'organisation qui vont utiliser l'outil. Puis tout le monde mérite de recevoir l'information, même ceux qui n'utiliseront pas l'outil. Ça, c'est vraiment important dans l'intégration d'un outil d'IA. Les gens vont en parler. Ils vont en parler dans la salle de pause, ils vont en parler dans la salle à dîner. « Hey, on utilise telle affaire, puis là, ça fait telle affaire, puis là, c'est de l'IA. » Puis là, quelqu'un va « Ah, il y a de l'IA dans notre entreprise, voyons donc. » C'est important d'en parler, que tout le monde soit au courant, que tout le monde puisse dire leurs craintes, même s'ils n'utilisent pas l'outil. Parce que comme ça, on va éviter des rumeurs, on va éviter que les gens distordent le message. Je privilégie beaucoup la création d'un lexique quand on développe un outil d'IA pour marteler les mêmes mots aux gens constamment pour éviter de développer des craintes par rapport à l'outil. Donc, quand on parle, par exemple, d'IA, moi, quand je parle d'IA en milieu scolaire, je dis propulsé par l'IA. Fait que là, tu sais, ça a l'air beau, tu sais, l'outil est propulsé par l'IA. Je parle beaucoup de modèles, d'algorithmes aussi. Je parle aussi, j'essaie d'éviter prévision, j'essaie d'éviter prédiction. Parce que prédiction, ça fait un peu, j'ai ma boule de cristal, puis je prédis des choses, alors que je prévois des choses. Bien, c'est moins effrayant. Donc, de développer un lexique rassurant qu'on utilise constamment dans notre langage, puis les gens du comité d'implantation vont prendre en main ce lexique-là, vont l'utiliser aussi. Ça va rassurer tout le monde.
Puis quand tout le monde a le même discours, bien, c'est très rassurant pour les gens dans le changement. Mettre en place une formation adaptée, il faut s'adapter à nos utilisateurs. Dépendamment à qui je m'adresse, si je parle par exemple à une direction qui travaille dans un bureau, mais qu'après ça, ma formation s'adresse finalement à des monsieur Roger qui travaillent dans une usine depuis 50 ans, puis qui ont utilisé un cellulaire pour la première fois il y a 5 ans, puis qui l'utilisent juste pour appeler pour vrai, physiquement, ma formation n'est pas la même, je ne la donne pas de la même façon. Je m'adapte à la personne à qui je parle. Il faut que j'utilise leur langage aussi, puis il faut que je comprenne la vitesse d'adhésion à l'outil selon le niveau de compréhension des gens par rapport à la technologie. Tu sais, je me rappelle à un certain point dans l'outil d'IA qu'on développe en ce moment, je fais une première rencontre avec une utilisatrice à distance, puis elle m'appelle physiquement sur mon cell, puis elle me dit « Je ne suis pas capable de me connecter au Google Meet. » Là, je dis « OK, tu n'es pas capable de te connecter au Google Meet, c'est un bouton. Tu payes sur le bouton, puis ça va ouvrir tout seul. OK, c'est quel bouton? OK, là, tu vas aller dans ton agenda, tu vas cliquer sur le Meet, tu vas cliquer sur l'événement, tu vas l'ouvrir, il y a un bouton bleu. Clique sur le bouton bleu. Là, je me disais « mon Dieu, on ne part pas, hein, ça sera pas facile de la former dans l'outil. » Puis finalement, bien, cette utilisatrice-là, en apprenant à la connaître, en apprenant comment elle utilise les outils technologiques, bien, j'ai réussi à adapter la formation à tel point qu'à la fin de sa carrière, tu sais, dans l'année suivante, elle était capable d'être la formatrice de son collège. Fait que, tu sais, il faut penser que ces personnes-là, même si au départ, on se dit « Hé, qui n'est pas techno », c'est pas grave. Il va être capable, si j'adapte la formation à lui, ça va marcher. Mais il faut prendre le temps, puis il ne faut pas se fâcher. C'est important, parce que si on se fâche, c'est pas le fun. Maintenir l'élan après la mise en production. Quand je vous disais qu'une fois que l'adoption est faite, c'est pas fini. Bien, une fois la solution lancée, les efforts ne doivent pas s'arrêter. Il faut continuer de communiquer, il faut continuer d'offrir du soutien aux utilisateurs, puis il faut réaligner constamment avec les gens. Hop, lui, il a arrêté de l'utiliser, je ne sais pas pourquoi, on va y parler, on réaligne constamment avec les gens. Là, Michel m'a dit de parler plus vite. Qu'est-ce qui peut faire échouer la gestion de changement? 3 éléments clés. Un mauvais leadership, la résistance des membres du personnel, le manque de ressources doivent être immédiatement adressés. Si on se rend compte, par exemple, que la personne qui est au leadership dans le comité d'implantation, ça ne marche pas, ça ne colle pas avec les gens, on essaie d'aller trouver quelqu'un d'autre parce que ça peut vraiment nuire à la gestion du changement, principalement dans l'innovation. En conclusion, bien, communiquer, je l'ai dit, avec tous les individus, répondre aux questions, adresser les craintes, planifier, former, assurer un bon leadership et prévoir. Ça va vous aider à éviter d'avoir des problématiques pendant votre gestion de changement. Puis ça va favoriser une meilleure adoption des outils d'IA que vous allez intégrer chez vous. Est-ce qu'il y a des questions? Je voyais juste que dans toutes les gestions de changement, il n'y a pas aucune boucle en particulier qui est « il faut qu'on modifie le produit pour mieux l'adapter ». Ça a quoi comme place dans la gestion de changement? Bien, en fait, c'est que dans ma tête à moi, dans la gestion de changement, il y a aussi de la gestion de produits. Normalement, dans la gestion de produits, on va aller... Je vais juste attendre que tu aies reçu ton œuvre. Dans la gestion de produits, avant de commencer le développement, tu vas être allé chercher les besoins de tes utilisateurs, tu vas être allé cibler leurs douleurs, tu vas déjà avoir une bonne idée de l'outil où tu veux qu'il s'insère, mais ton plan de développement devrait évoluer tout au fil du temps. Donc, effectivement, tu ne devrais pas changer ton outil, tu devrais réorienter les fonctionnalités au fil du temps. Mais normalement, tu devrais bien connaître ton public cible, tu devrais savoir où est-ce que tu t'en vas. Fait que tu ne devrais pas trop te tromper si tu es un bon gestionnaire de produits. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci.